Bonjour, je vais essayer de commencer cette nouvelle séance concernant le deep learning. Alors, la dernière séance, je vais passer rapidement. J'ai déjà fait un rappel concernant comment faire la régression linéaire simple à l'attention neuronale. En fait, pour une seule entrée ou bien pour trois entrées pour ce problème d'application. Et par la suite, ces deux premiers problèmes normalement concernent la régression. Le troisième problème, ça concerne la classification. Comme vous le constatez d'après la figure, normalement c'est un problème linéairement séparable. Un problème linéairement séparable nécessite uniquement un seul neurone qui peut faire l'affaire, c'est-à-dire trouver la droite qui sépare les deux classes. Donc nous avons montré comment construire un réseau de neurones qui se compose d'un seul neurone, mais d'accord. Mais en même temps, donc un seul neuron qui sépare les deux classes. C'est-à-dire le problème revient comme le cas de la régression. Le problème revient à trouver quoi? À trouver les paramètres nécessaires, d'accord, qui vont tracer la droite capable de séparer entre les deux classes. Et bien sûr, nous avons utilisé comme fonction d'activation la fonction sigmoid, parce que la finalité c'est de retourner une probabilité. Donc cette probabilité, on peut l'utiliser comme valeur. Si elle est supérieure par exemple à 0,5, alors il s'agit de la classe des bleus. S'il est inférieur à 0,5, alors il s'agit des classes des rouges. Donc c'est pour cela euh, nous avons utilisé cette fonction logistique et la fonction sigmoid qui retourne une probabilité. Donc par la suite, nous avons montré c'est quoi un problème non linéairement séparable. Nous avons commencé par un XOR simple, c'est-à-dire les valeurs d'entrée sont 0 et 1, d'accord? Et avec les différentes combinaisons, soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1, donc on obtient la sortie. Donc, comme le connaissez déjà, pour le XOR, quand est-ce que je peux avoir comme sortie 1 si l'une des deux entrées, ou bien les deux entrées sont différentes. C'est-à-dire, si l'une égale à 0, alors l'autre doit être égal à 1. À ce moment-là, je peux avoir la sortie 1. Sinon, la sortie égale à 0. Donc aujourd'hui, on va continuer sur toujours le XOR, mais généralisé. On peut par la suite utiliser une fonction qui va générer un ensemble de points ayant cette forme. Et nous allons utiliser le SVM comme classifier, Support Vector Machine, comme classifier, mais à l'aide des libraries bien sûr, juste pour montrer comment la classification va se faire. C'est-à-dire comment le classifieur SVM est capable de trouver un modèle capable de séparer les deux classes, sachant qu'il s'agit d'un problème non linéairement séparable. Alors, une fois comprendre comment ça marche, quelles sont, c'est-à-dire quelle est l'architecture de notre réseau qui va permettre de résoudre ce problème-là. À ce moment-là, nous sommes capables de faire la classification du handwritten digits. Alors ça concerne la régression linéaire, ça concerne la classification, d'accord. Et donc, ce sont les codes sources obtenus. Nous l'avons déjà discuté largement. Soit le cours de machine learning de l'année dernière, ou bien le rappel de ce semestre, au début du semestre, bien sûr. Alors, notre objectif, ce sont les suivants, c'est-à-dire après un XOR simple, un gros XOR général, et par la suite, fashion classification problème. Ici, c'est la classification en fait, des vêtements. Est-ce que c'est selon une image, est-ce que c'est un pantalon ou bien c'est un t-shirt? D'accord, ça dépend les pixels contenus dans l'image. On va pouvoir finalement classifier euh, l'image en entrée. Donc par la suite, c'est la même chose, on va faire comme exercice Handwriting Digits. Et par la suite, bien sûr, tout ça, on va essayer de le faire à l'aide des libraries, en particulier euh, l'utilisation de TensorFlow et Keras. Et par la suite, on doit mettre les mains dans la pâte
Et à ce moment-là, on doit essayer d'aller profondément dans les choses pour comprendre comment ça marche derrière. Alors, j'avais déjà normalement rappelé ça, c'est-à-dire c'est quoi un AND, c'est-à-dire les opérateurs logiques. AND, OR, XOR. XOR, vous constatez que c'est pas linéairement séparé. Donc, il me faut de droite pour pouvoir séparer les deux classes. Alors, le XOR, ce n'est qu'un non-AND, c'est-à-dire NAND et OR. Donc, la combinaison de ceci, normalement, donne les valeurs possibles. Vous voyez, toute combinaison pour toute entrée, on a la sortie équivalente. En combinaison, bien sûr, euh, en combinaison, bien sûr, de deux entrées. Alors, bien sûr, au lieu de faire une architecture pour chaque ensemble de valeurs, on peut avoir des variables. D'accord? C'est-à-dire ici, vous voyez ici le nom AND et OR. Le nom AND et OR, c'est-à-dire le false et true, ça donne false. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on va faire un AND ici pour compléter l'architecture. Donc, parce que ici, nous avons dit que le XOR égale à un non AND et un OR. Donc, nous avons fait le non AND, nous avons fait le OR. Et le AND entre les deux, qui va être un neuron ici, va avoir une sortie false et true, ça va avoir false. Pourquoi? Parce que j'ai les entrées true, true. D'accord? Donc, si les entrées sont true, true, alors je vais avoir false. Et ainsi de suite pour l'ensemble des cas. Donc, ici, bien sûr, pour le cas général, je dois avoir un AND ici, comme j'avais dit. Donc un false et true. Si j'ai true, true, donc la sortie doit être false. Bien sûr, avec la combinaison de deux problèmes linéairement séparables, avec un AND va résoudre un problème non linéairement séparable. Donc ça, c'est valable pour toutes les valeurs. Donc c'est pour cela on peut résumer ça en un seul réseau de neurones ayant des variables à la place des valeurs. Donc x1, x2. Pour n'importe quelle valeur de x1, x2, c'est-à-dire soit true, soit false. À ce moment-là, je peux avoir la sortie correspondante. Donc finalement, l'architecture de notre réseau, c'est la suivante, c'est celle-là. Donc la question qui se pose, c'est déjà pourquoi cette architecture? Donc on a montré par étapes, parce qu'un seul neurone ne suffit pas. Donc il faut combiner deux neurones par le biais d'un AND. Donc voilà, donc ici, cette couche-là, elle va, bien sûr, après la couche d'entrée, cette couche-là, elle va être appelée couche cachée, et ça, c'est la couche de sortie. D'accord, donc, et par la suite, nous allons essayer de voir comment construire ce réseau. Alors, comment, Monsieur, oui, s'il vous plaît, avant de passer, vous pouvez revenir à la première présentation. comment? Vous pouvez revenir à la première présentation. Quelle première présentation? J'ai pas compris. Non, non, la présentation, au début de la présentation. Quelle présentation? Ici? Derrière, derrière, après, Celle-là? comme différent. Ici? Le nom Inde, oui. Le nom Inde, ou bien le NAND. On peut le travailler comme différent. Par exemple, c'est différent Non, c'est pas différent. Non, c'est pas différent. C'est le nom, c'est un opérateur logique. Le nom de vrai, c'est faux. Le nom vrai, c'est faux. Le nom faux, c'est vrai. Parce que ici, true et true. True et true, ça donne true. Et le non true, ça doit donner false. Ici, false et false, ça donne true. Ah, false et false, ça donne false. Et le non false, ça donne true. D'accord? Donc, ce sont des opérations logiques, normalement, ça. Alors ici, j'avais dit comment créer un multi-layer network. La semaine dernière, nous avons fait ça. Ah, nous avons montré comment créer un réseau de neurones, comment découvrir les paramètres derrière. Donc, pour moi, nous sommes capables de créer une telle architecture. C'est-à-dire, on a en entrée deux valeurs, x1 et x2. S'il vous plaît, éteignez votre micro. Dans la couche cachée, on a quatre neurones et dans la couche de sortie, on a trois neurones. On a trois neurones, c'est-à-dire nous avons, pour faire la classification, nous avons trois classes différentes. Chez un chat lapin, par exemple, trois classes. C'est pour cela nous avons mis, par exemple, ici trois neurones. Par contre, si nous avons deux classes uniquement,
c'est-à-dire vrai, faux, ou bien spam, non spam, ou bien chien, lapin, alors à ce moment-là, on a besoin d'un seul neurone. C'est suffisant. Donc on va utiliser la fonction d'activation sigmoid qui va retourner une probabilité. Par contre, ici, dans le cas où nous avons plus que deux neurones, c'est-à-dire il s'agit d'un problème multiclass classification. Alors à ce moment-là, pour faire la classification, on doit utiliser la fonction d'activation softmax. On va voir par la suite des exemples. Alors ici, c'est vrai, j'avance rapidement parce que ça, c'est un rappel. D'accord. Donc alors pour créer ceci, on doit bien sûr déjà avoir comme layer, d'accord, c'est-à-dire c'est la classe ou bien le constructeur, si vous voulez, dense, ayant un ensemble de paramètres qui va vous permettre de créer une couche. Donc ici, je vais créer cette couche-là qui s'appelle, je l'ai appelée hidden layer. Donc c'est un objet, c'est une instance. Il va créer une couche ayant quoi? Ayant quatre neurones. Donc un, 2, 3. Et pourquoi je dois signaler la couche d'entrée ici? Parce que je ne l'ai pas créée à part. Donc c'est cette couche, pendant sa création, la couche cachée pendant sa création, je vais lui informer du nombre de neurones de la couche précédente pour qu'elle puisse initialiser les paramètres nécessaires, bien pour qu'elle puisse connaître le nombre de paramètres nécessaires ou bien le nombre de liens, d'accord, entre la couche précédente. En mettant deux, d'accord, input dim, cela dit que ici j'ai deux entrées. Ça c'est une manière. Sinon, on peut créer la couche d'entrée à part. Et la couche d'entrée, c'est une classe particulière qui va la créer, c'est la classe flatten. Donc, à la des constructeurs flatten, je peux créer à part la couche d'entrée. D'accord, de cette manière-là. En disant qu'elle a deux neurones, c'est-à-dire la dimension 2 fois 1. D'accord, c'est-à-dire x1, x2. D'accord. Alors, je peux la créer et l'ajouter au modèle. Par contre, moi, j'ai mis ça en commentaire. Donc, ça, c'est une première méthode. D'accord. Sinon, je préfère la deuxième. C'est-à-dire, en créant la couche cachée, on signale la dimension de la couche d'entrée. Et comme ça, on va créer ici 4 neurones et ici 2 neurones. Alors pour le kernel initializer, il permet d'initialiser les poids, en particulier les W, par des 1, sachant que je peux mettre ici 0, je peux mettre des valeurs aléatoires. Et les bytes seront initialisés à 0. D'accord. Donc une fois créé la couche, donc je peux l'ajouter à mon réseau, donc à mon modèle, et je peux l'ajouter. Output layer, la même chose. Donc je dois la créer égale à 3 neurones. Kernel initializer égale et ainsi de suite. Random info ici pour des valeurs aléatoires. Et voilà, j'ajoute aussi l'output layer à mon modèle. Donc mon modèle, il aura la forme suivante. D'accord. Si je vais imprimer son summary, je vais avoir les choses suivantes. D'accord. C'est-à-dire les poids initialisés dans chaque partie. Pour les verts, ça concerne les verts. Les bleus, ça concerne les bleus. Les rouges, ça concerne les rouges, et ainsi de suite. Oui, c'est quoi la question? S'il vous plaît, une correspondance, s'il vous plaît, à propos de cet algorithme-là. Est-ce que vous avez déjà, vous avez déjà expliqué sur les zones et Oui, bien sûr, on va faire le. Oui, parce bien que. sûr, au niveau des zones, vous avez dit qu'on a deux possibilités, soit fond, Oui, soit alors, ça veut dire que c'est le 1 et le 0. oui, Les valeurs de x1 et oui, x1 et X1, X2 ici, oui. mais monsieur, nous avons déjà travaillé avec d'autres valeurs que le 1 et le 0. Ici, dans ce cas. Donc, il ne faut pas mélanger les entrées avec les paramètres. Ça, c'est X1, on aura la valeur X1 ici. X1, ici, on a X2. Mais ce schéma, ça concerne un schéma général. D'accord, ayant la forme suivante. Ça ne correspond pas à notre problème XOR. Donc ça, c'est juste vous montrer comment créer un réseau de neurones avec n'importe quelle architecture. Alors pour moi, si je vais, par exemple, si je vais vous donner n'importe quel, euh, n'importe quel réseau, d'accord? Par exemple,
supposons que je vais créer ce réseau-là. D'accord? Je souhaite le créer pour répondre à, je sais pas, un problème bien spécifique. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais créer une couche H1 parce que j'ai trois couches cachées ici. Parce que j'ai multi-hidden layer. J'ai trois couches cachées. Donc, H1 égale à dense. Le premier paramètre, le nombre de neurones, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dense 5. Donc, ici, je vais avoir dense 5 à la place de 4. Et input dim, qu'est-ce que je vais avoir? Input dim égale à 2, 4, 5. Input dim égale à 5. Parce que input layer égale à 5. Et ça dépend des poids que je souhaite mettre. Les poids, ce sont les W et les bytes. Je vais mettre ones dans les deux cas. Je peux le mettre ici, ones. Donc j'ai créé une première couche cachée, H1. Qu'est-ce que je vais faire avec ce H1? Model.add H1, sachant que le modèle c'est déjà séquentiel. Ensuite, je vais créer H2. La même chose. Et je l'ajoute au modèle. Une fois que tu ajoutes mais cette deuxième couche cachée, elle ne doit pas avoir ce paramètre-là, input dim. C'est automatiquement, elle va être liée parce qu'elle va être ajoutée juste après cette couche. Parce que je vais faire model.add H1, model.add H2. Donc, on va connaître automatiquement H2 et la couche suivante de H1. Donc, automatiquement, il va faire les liens correspondants. Autrement dit, les tableaux d'IW. Et aussi les tableaux de base. H3 égale la même chose, model.add H3. Et output layer égale model.add output. Et voilà, donc j'ai créé un réseau de neurones ayant cette forme. Donc jusqu'ici, moi, qu'est-ce que mon intérêt, c'est faire, c'est vous montrer comment créer n'importe quel réseau de neurones avec n'importe quelle architecture. Donc en suivant les étapes. Au niveau de la création. Oui, au niveau de la création. Non, 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 ici, c'est en général. C'est en général. Le XOR, c'est un cas particulier. D'accord? Déjà, le XOR, parce que la sortie, c'est quoi? La sortie, c'est true ou false. D'accord? C'est true ou false. Donc, tu as deux possibilités. Donc, automatiquement, tu dois dire que à la couche de sortie, j'ai besoin d'un seul neurone. Dans la couche de sortie, on a besoin d'un seul neurone et on n'a pas besoin de trois. Pour le XOR. Donc, ici, dans la couche de sortie, je vais avoir un seul neurone. Et dans la couche cachée, j'ai besoin de deux neurones. Parce que nous avons montré comme quoi. Nous avons montré que pour le XOR, deux neurones dans la couche cachée suffisent. Donc maintenant, si vous êtes capable de créer ce réseau de neurones, en général, vous êtes capable de créer ce réseau de neurones. Et c'est ça l'intérêt que nous allons essayer de faire. Donc la dernière fois, je pense que nous sommes arrivés ici. Donc c'est pour cela je vais aller sur, bien sûr, je vais aller sur Anaconda en fait, pour faire la démonstration, c'est des formations, d'accord. J'ai pu. Alors juste, je dois faire attention parce que en général, Camtasia se bloque une fois que je lance l'entraînement. euh, je consomme les ressources mémoire. Et c'est pour cela, en fait, plusieurs fois le Camtasia se bloque. Alors jusqu'à maintenant marche, d'accord. Alors voilà, je vais entrer dans le programme, d'accord. Et je vais aller dans le XOR. Alors dans le XOR, nous avons un cas simple dans lequel nous avons les entrées suivantes, soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Et ici, normalement, le Y, c'est la sortie équivalente pour chaque entrée. Si 0, 0, à l'aide de cette fonction logique XOR, on va générer un 0. Pour le 1, 1, on va générer un 0. Et pour les autres cas, on va générer un 1. D'accord? Alors ça, c'est le dataset. Donc, pour tout problème machine learning, donc on doit bien sûr
d'accord? Générer le dataset. Si vous allez constater que le Y, automatiquement, il va avoir 0, 1, 1, 0. Donc ça, c'est, on a le dataset. Donc on a le X, qui est ses entrées, on a les Y. Alors par la suite, nous avons dit, on va créer un modèle égal à séquentiel. Bien sûr, modèle égal à séquentiel, mais il faut importer la librairie nécessaire. Oui, oui. Au niveau des inputs là, Non, ici, regarde, parce que nous sommes en train de répondre au problème de classification pour le problème de l'opérateur logique XOR. Donc l'opérateur logique, il a des entrées. Quelles sont les entrées? Nous avons deux entrées, c'est-à-dire nous avons x1 et x2. Si x1 égale à 0 et x2 égale à 0, c'est-à-dire j'ai false false. False false, la sortie doit être égale à false. Voilà la sortie de 0, 0. 0, 1. Donc c'est-à-dire j'ai false true. Donc la sortie équivalente, c'est true. 1, 0, c'est true. D'accord? 1, 1, c'est 0. C'est ça le ou exclusif. D'accord? Donc ça c'est le problème ou exclusif. Ces data, x et y, représentent l'input d'XOR et l'output d'XOR. Donc nous avons montré par la suite qu'il faut créer un réseau de neurones capable de séparer, d'accord? Séparer, parce qu'il faut revenir dans la classe. Regardez ici. Pour séparer ce problème, il me faut quoi? Parce que c'est pas linéairement séparable. Nous avons montré ça, c'est pas linéairement séparable. Donc j'ai besoin d'un réseau profond. Nous avons montré ça. Et là, nous sommes en train de montrer comment créer ce réseau profond. D'accord? Donc ce réseau profond qui est le suivant. Regarde, qui est le suivant. Qui est celui-là. Exactement celui-là. Parce que regardez, les classes sont non linéairement séparables. Le XOR, c'est celui-là, la combinaison de deux problèmes linéairement séparables. Ça donne ce réseau de neurones. Et là, je suis en train de montrer comment créer ce réseau de neurones. C'est-à-dire, il y a une couche d'entrée, il y a une couche cachée ayant deux neurones, il y a une couche de sortie ayant un seul neurone. Pourquoi un seul neurone? Parce que j'ai true ou false. Donc, un seul neurone suffit. Et voilà, donc, nous avons commencé par le dataset. Et par la suite, je suis dans le modèle. Donc, pour le modèle, j'avais dit qu'on va créer les libraries de Keras TensorFlow. Séquentiel pour initialiser le modèle et dense, c'est pour les couches. D'accord? Donc, voilà. Par la suite, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un modèle vide et j'ai créé deux layers. Le premier layer ayant deux neurones, comme le montre la figure, voilà, deux neurones, un premier neurone et un deuxième neurone. Et par la suite, je signale input dim parce que la couche d'entrée, il y a deux neurones. Donc c'est exactement input dim égale à 2. Kernel initializer égale à 1, c'est-à-dire tous les poids, tous les W ici vont porter les valeurs 1. Combien de tableaux de poids je vais avoir? Je vais avoir deux tableaux. Ce tableau, d'accord, de poids, ça c'est un premier tableau, et ça c'est un deuxième tableau. Et pour le BICE, j'ai un tableau de BICE qui contient deux zéros. Quand est-ce que je peux avoir ces choses-là? Avant ça, je dois ajouter la couche de sortie. Regardez la couche de sortie, elle est commande dense 1, c'est-à-dire qu'il y a un seul neurone. Le suivant. Kernel initializer égale à random uniform, c'est-à-dire générer des poids ou bien des W aléatoires. Et pour les BICE, c'est 0. Et l'activation ici d'activation, c'est segmount pour pouvoir retourner une probabilité dans la couche de sortie de la couche de sortie. Et ici, il y a ReLU. Pourquoi ReLU? Parce qu'en général, ça c'est une règle générale, dans les couches cachées, de préférence, je ne vais pas dire obligatoirement, de préférence, ou bien en général,
en général, on utilise la fonction d'activation ReLU ou bien une fonction euh, personnalisée de ReLU ou bien une variante de ReLU. D'accord? On va voir par la suite, une fois entré dans le détail des fonctions d'activation. Alors maintenant, j'ai ajouté les deux couches créées précédemment dans mon modèle. Donc le résultat que je vais avoir, c'est le suivant, c'est cette architecture-là. Ça, c'est une architecture physique. Mais en réalité, derrière, c'est pas ça. En réalité, derrière, dans la mémoire, il n'y a que les tableaux, d'accord, et des valeurs, des tableaux de valeurs. Par exemple, ce tableau-là, c'est dans la mémoire. Ces tableaux-là existent dans la mémoire. Mais pour simplifier la compréhension, nous, on fait cette représentation graphique. Ça n'existe pas, ça, dans la mémoire. Ça existe, ces valeurs-là. Donc, regardez ici, j'avais un tableau de 1, c'est le premier tableau, et un tableau de 1, c'est le deuxième tableau. Regardez, parce que c'est lié à la couche d'entrée. Donc, si j'avais trois inputs, c'est-à-dire je vais avoir ici un tableau principal de trois tables. Mais ici, j'ai uniquement deux neurones, c'est-à-dire j'ai un tableau principal de deux tables. Et voilà. Ensuite, dans la même couche, j'ai un autre type, un autre tableau, ion 0, 0. Ça, c'est les bias. Ensuite, regardez, ça, j'ai terminé avec la couche cachée. Maintenant, la couche de sortie, regardez, ça, c'est la couche de sortie. J'ai un tableau de tableaux, mais chaque tableau a une seule dimension. Regardez. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement ça. D'accord? Ce neurone-là et ce neurone. J'ai deux tableaux, chaque tableau il a une seule valeur. Parce que j'ai pas, si jamais une autre sortie j'ai ici, je dois faire encore cette liaison-là et je vais avoir un autre poids W que je dois l'ajouter ici. D'accord? Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le réseau de neurones. Bien sûr, le réseau de neurones, c'est un tableau de W. C'est un ensemble de tables de W et un ensemble de tableaux de Bayes qui sont initialisés soit par des 1, soit par des 0, soit par des valeurs aléatoires. La manière de les créer, ce sont simples, ce sont les suivantes. Bien sûr, importer les bibliothèques qu'il faut, initialiser le modèle par séquentiel, créer les couches, ajouter les couches au modèle et tu peux afficher son détail. Voilà. Donc jusqu'à présent, j'ai initialisé le modèle, il n'y a pas d'apprentissage. Alors pour faire l'apprentissage, à la différence des, des techniques qui appartiennent à Scaler, donc ici il y a une étape qui s'appelle la compilation. La compilation comme si on va dire qu'on va initialiser ou bien initialiser les hyperparamètres, entre parenthèses, pas tous les hyperparamètres, mais ce sont des réglages, d'accord? Dans lequel on doit préciser. Préciser quoi? Déjà la fonction coût. La fonction coût, bien sûr, ça dépend de la nature du problème. Et elle doit être soigneusement choisie, avec beaucoup d'attention. Parce que ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est un problème de classification binaire. C'est un problème de classification binaire. Donc, loss function, je peux mettre binary cross entropy. S'il s'agit d'un problème de régression, donc je peux faire dans loss MSE pour mean squared error, ou bien RMSE, ou bien MAE, et ainsi de suite. Donc, pour chaque nature de problème, il y a plusieurs fonctions d'activation qui, qui y correspondent. D'accord? Donc ça, c'est pour la fonction pour la fonction coût qui doit être signalée à l'aide de la fonction compile. La deuxième chose, il faut choisir un optimizer. L'optimizer, c'est l'algorithme ou bien une implémentation de l'algorithme. SGD, par exemple, c'est pour Stochastic Gradient Descent. Nous avons vu le gradient descent classique. C'est quoi le SGD? C'est une variante de gradient descent. SGD, c'est une variante de gradient descent.
Et voilà. Donc, ça, c'est pour l'optimizer. Et les metrics. Metrics, normalement, c'est pour, bien sûr, vérifier la performance du modèle. L'accuracy, c'est une mesure qui peut être dérivée à partir de la matrice de confusion. Il faut voir la partie de évaluation des modèles machine learning. Donc ici, c'est la phase de compilation dans laquelle on précise la fonction loss et on précise l'optimizer et on peut préciser les metrics. Par la suite, je dois lancer l'entraînement. L'entraînement se fait à l'aide de fit. Et fit, normalement, ça, c'est ajustement. C'est-à-dire, l'affaire derrière de cette phase d'entraînement, c'est ajuster les paramètres. C'est pour cela qu'on l'appelle fit. Fit, en anglais, normalement, c'est ajuster. Alors, il faut lui passer quoi en paramètres? Maintenant, regardez, je passe le dataset qui est divisé en deux parties, la partie features qui est X et la partie target qui est Y. Donc, modèle, comme le cas des modèles issus à partir de scaler, fit X, Y. Sauf ici, on a le nombre d'époques, on peut le signaler. C'est-à-dire, époque, c'est égal à 1000. C'est-à-dire 1000 itérations à faire, 1000 mises à jour, d'accord, à faire. Et par la suite, une fois faire l'apprentissage, bien sûr, si je vais imprimer, je vais obtenir autre valeur. Ce sont les suivantes déjà, les valeurs obtenues, ce sont les suivantes après apprentissage. Mais ça, c'est l'initialisation, si vous voulez. Non, ça, c'est l'initialisation, d'accord? Mais après l'apprentissage, peut-être on va imprimer autre chose. Donc ça, c'est comment le faire pratiquement, c'est exactement la chose suivante, d'accord? Alors, je vais créer, d'accord? Je vais commencer par créer le data, on l'a créé. Donc, j'initialise le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on a? Attendez, oui, j'ai recréé, c'est bien. Donc, dense, c'est une couche ayant 6 paramètres. Et la dernière couche ayant 3 paramètres, ce qui vaut 9 paramètres en total. Donc, cette architecture a 9 paramètres en total. Donc, ici 4, ici 2, c'est 6. Ici 2, c'est 8 et le 1, c'est 9 paramètres. Donc, ce qui est donné ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, on va faire le compile, d'accord, dans lequel il faut préciser la fonction coût et choisir l'optimizer. L'optimizer, on peut faire, si vous voulez dire, si je vais faire SGD. SGD, c'est-à-dire, je vais choisir le SGD par défaut, d'accord? Je vais choisir le Stochastic Gradient Descent Optimizer, mais avec un paramétrage par défaut. Donc si je vais l'utiliser, donc j'ai compilé et par la suite je vais faire un fit. D'accord? J'ai compilé, c'est-à-dire j'ai compilé, j'ai fixé la fonction coût, j'ai fixé l'optimizer et j'ai fixé la matrice qui est, c'est-à-dire la fonction qui va évaluer la performance du modèle. Donc une fois lancé le fit, à chaque itération, donc vous voyez ici qu'il déjà on va voir jusqu'à la fin parce que si vous avez remarqué ça avance pas, il reste à 25. Elle était à 75%. Elle était à 75% et elle l'a lâché par la suite, c'est-à-dire il a dépassé le minimum de la fonction coût. Elle est à 0,25. Voilà, 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 voilà. Maintenant 0,5 et elle a terminé avec une accuracy 0,5. C'est-à-dire c'est pas proche de 100%. Donc c'est loin. Alors si je vais faire les prédictions en utilisant mon modèle, qu'est-ce que j'ai entré? J'ai entré les mêmes data. Logiquement, qu'est-ce qu'il doit donner dans la première entrée? Qu'est-ce qu'il doit donner? Il doit donner 0. Ici, il doit donner 1. Ici, il doit donner 1. Et ici, il doit donner... Non, ici, il doit donner 1. Oui, il doit donner 1. Et ici, il doit donner 0. D'accord? Alors, si je vais faire un prédict, je vais avoir des probabilités. Regardez, les probabilités sont tous pareilles presque. Ils sont inférieurs à 0,5. Donc, toutes les classes sont 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire je peux faire ici, parce que ça, ce sont des probabilités. Parce que YP égale à ça, ce sont des probabilités probables.
Y hat proba. C'est y hat, c'est-à-dire les valeurs prédites de y, mais sous forme de probabilité. Si tu souhaites faire les classes, c'est-à-dire trouver les classes, tu dois dire, par exemple, classe, classes égale, c'est une liste, et je peux faire dire égal à un if par exemple, la probabilité PR supérieure à 0,5, else 0. Et for probabilité in y hat proba. C'est simple, Python aussi, normalement. Je vais dire la classe égale à 1 si la probabilité est 0, supérieure à 0,5. Sinon, elle est 0. Pour chaque probabilité dans ce tableau, il va m'afficher les classes. C'est-à-dire, regardez les classes ici, au lieu de 0, 1, 1, 0, toutes les classes sont à 0. Est-ce que mon modèle il est bien? Non. Même s'il est entraîné, il n'arrive pas à s'entraîner correctement pour qu'il puisse faire de bonnes prédictions. Ça, c'est l'accuracy, elle est toujours faible. Donc, ceci, il dit à quoi? Normalement, parce que j'ai utilisé un paramétrage par défaut. Alors, mon intérêt, parce que nous, on voit le deep learning, notre, d'accord, notre cours, ça concerne le deep learning. Donc, le deep learning, on doit le comprendre comment? Quelqu'un doit éteindre le micro, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, on va utiliser les libraries. Mais comment les utiliser? Parce que jusqu'à présent, j'ai utilisé les libraries et je n'ai pas atteint une bonne performance. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un réglage. Et pour faire le réglage, qu'est-ce qu'il faut? Attendez. Il faut changer les hyperparamètres. Voilà, il faut un ensemble de choses. D'accord? C'est pas uniquement les hyperparamètres. Les hyperparamètres, d'accord? Mais aussi les optimizers, aussi les fonctions d'activation, aussi les loss. Donc un ensemble de choses qu'il faut connaître. Et même comment bien initialiser les paramètres. Ce n'est pas les hyperparamètres, paramètres. Paramètres, initialisation. Comment ça doit se faire? Donc plusieurs questions. Si on va comprendre les choses profondément, à ce moment-là, on peut voir ou bien prévoir comment bien créer un réseau de neurones. Alors, le SGD, donc le SGD c'est quoi? Optimizer égale SGD. SGD c'est Stochastic Gradient Descent, mais ça représente quoi et quand est-ce qu'il est utilisé? D'accord? Quand est-ce qu'il est utilisé? Sinon, est-ce qu'il y a autre valeur? Oui, il y a autre valeur. Par exemple, le Adam. Adam, c'est un autre optimizer. Donc, si je vais l'utiliser, donc regardez, je vais refaire maintenant, je vais utiliser Adam à la place de SGD. Donc, voilà, donc je vais créer le modèle. Donc, vous voyez ici, en utilisant le Adam, sans aucun autre paramètre supplémentaire. Ouais, l'affaire va se faire déjà l'accuracy égale à 1 depuis un moment et elle est stable. Elle ne change pas. Il reste dans le minimum global. Donc maintenant l'accuracy égale à 1. Si je vais faire les probabilités, regardez les probabilités, comment elles sont maintenant. Donc 0,3 inférieur à 0,5 c'est 0. 0,6 supérieur à 0,5 c'est 1. Ici c'est 1. Ici c'est 0. Donc si je vais faire ceci, donc j'ai la bonne classification. À cause de quoi? À cause d'un simple changement dans quoi? Un simple changement dans l'optimizer. Au lieu de SGD, j'ai utilisé le Adam. Mais la question qui se pose, est-ce que, est-ce que Adam est toujours meilleur pour tous les types de problèmes? Non.
La réponse est non. Et nous allons voir ça par la suite. D'accord? Bien sûr, la réponse est non. Alors, maintenant, je souhaite utiliser le SGD, mais avec un SGD euh, paramétrique. Je vais le paramétrer. SGD, si vous allez, parce que nous sommes en train d'utiliser Keras. Donc, Keras, Optimizers, d'accord? Donc, voilà, je vais aller dans la documentation officielle, Keras. Et bien sûr, on a ici les optimizers. Il y a le SGD, il y a RMS Prop, il y a Adam, il y a Adam W, il y a Ada Delta, il y a Ada Grad, il y a Ada Max, il y a Ada Factor, il y a Nadam, il y a et ainsi de suite. D'accord? Donc le SGD, si je vais entrer dedans, il y a un ensemble de paramètres. Il y a le learning rate qui est par défaut 0,01. Le momentum, ça signifie une chose, on va le voir par la suite, c'est quoi? Il y a un ensemble de paramètres. Donc, pour dire que je vais utiliser le SGD comme il faut, donc il faut déjà comprendre chaque paramètre, qu'est-ce qu'il signifie et comment le bien initialiser. C'est-à-dire, je vais écrire ici en commentaire, dans le SGD, dans un optimizer, il y a plusieurs paramètres. Il ne faut pas mélanger le paramètre avec les W, les paramètres du modèle ou bien, je ne sais pas, des attributs. D'accord, attributs. D'accord. Alors la question qui se pose, comment les biens initialisés et qu'est-ce qu'il signifie? Que signifie chaque attribut? Donc c'est ça l'apprentissage normalement de deep learning. Donc il faut, bien sûr, moi c'est impossible que je connais tous les paramètres, leur signification, ainsi de suite. Mais j'essaye à mon tour. D'accord? Donc une fois que vous êtes face à un problème, il faut aller profondément dans les choses. Alors maintenant, notre intérêt, au lieu d'utiliser directement SGD ici, comme ça, c'est ici tu vas l'utiliser tel qu'il est, avec les paramètres par défaut. Moi, je souhaite créer l'instance de manière à le personnaliser. Et pour le personnaliser, j'ai cette manière-là. Je peux utiliser par exemple, je peux utiliser cette valeur, ou bien je vais faire 0,01. D'accord? On va voir est-ce que ça va, sans utiliser le momentum. D'accord? Pour voir déjà qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Alors ici, attendez, juste pour voir, je préfère recommencer dès le début. Je préfère recommencer parce que, non, c'est pas ça, je pense. Oui, parce que regardez, parce que j'ai déjà, si on va commencer l'exécution à partir de là, cela signifie quoi? Cela signifie que j'ai déjà utilisé les paramètres précédents. C'est-à-dire l'état initial, ce sont les paramètres précédents. C'est pour cela, dès la première itération, il est déjà dans l'accuracy. Donc il va quasiment pas changer les paramètres, parce que déjà accuracy égale à. Donc c'est pour cela il faut refaire l'exécution dès cette cellule. Il faut recréer le modèle, ajouter les couches, initialiser les paramètres pour que je peux avoir des valeurs ayant ces valeurs-là. D'accord? C'est-à-dire c'est pas les valeurs finales. Donc je dois initialiser le modèle. Et je vais faire l'apprentissage. Regardez, ça commence à 0,5. Et par la suite, c'est 0,25. Donc c'est un chute. Et par la suite, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais ça reste 0,25. D'accord? Regardez, ça évolue pas comme si il reste dans un minimum local. Il n'arrive pas à dépasser le minimum local. Il n'atteint jamais le minimum global. Donc ici, c'est une accuracy qui est très faible. Donc si jamais je vais faire la classification avec ça, donc toutes les choses ne sont pas bien classées. Même s'il a donné ici 0,5, voilà.
Donc, regardez ici. Donc, déjà, toutes les classes sont mal classées ici. Le 1, normalement, je dois avoir 0 ici. Et je dois avoir un 1 et par la suite avoir 0. Donc, c'est vrai, il y a une seule classe, mais aléatoire. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement 4 entrées. Alors maintenant, avec ce paramétrage de ce SGD, j'ai eu cette valeur. Sinon, j'avais testé cette manière de voir. Avec un momentum, on va voir c'est quoi un momentum. C'est une autre variable qui existe ici à initialiser. On va voir c'est quoi. C'est par défaut 0. Mais maintenant, on n'a pas mis 0. On a mis 0,9. Donc j'espère que ça va marcher. D'accord? Alors, je dois recréer le modèle. Voilà. Vous voyez, ça saute déjà. Tout à l'heure, ça n'a pas, mais maintenant, ça chute vers 0,5, 0,75. Le 1. Tu vois, vous voyez, il a oscillé. Parce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire osciller hauteur du minimum. Donc, osciller, c'est quoi? Si je vais taper gradient descent, oscillation, oscillation. Voilà. Donc, si je vais prendre des photos, vous voyez ici, si on va imaginer que ça c'est le minimum local et ça c'est le minimum global. Si je suis déjà ici, vous voyez le minimum, il se trouve ici, pour ce W par exemple. Mais parfois je le dépasse, je, je- je trouve une valeur grande que l'optimum, plus petite que l'optimum. Grande que, c'est ça l'oscillation. D'accord? Mais si l'algorithme est mal fait, c'est-à-dire il va osciller, mais il va exploser. Parce que ici, regardez le sens de mise à jour. Le mise à jour, c'est oscille, c'est bien, mais il va vers le minimum. Parfois, parfois j'oscille, mais, mais je saute le minimum. Ah, j'ai pas une image significative ici. C'est-à-dire la même image, on va prendre, mais inverser les flèches. D'accord? C'est-à-dire, je commence à partir d'ici, la flèche, elle aura ici. D'accord? Et là, il va connaître l'orientation, mais la valeur de mise à jour est très grande. Il va aller ici, il va aller ici. C'est juste inverser les flèches. Ça, c'est ce qu'on appelle exploding gradient descent. Exploding gradient descent. C'est-à-dire, l'erreur, elle va diminuer à chaque fois. D'accord? Donc, il va osciller éventuellement, mais l'erreur va devenir va devenir à chaque fois plus grande que l'itération précédente. Alors, bref, le plus important, c'est que ici, tout à l'heure, j'ai une accuracy égale à 1. Tout à l'heure, j'avais quoi? Tout à l'heure, on avait, on avait une initialisation de SGD par défaut. Ça n'a pas donné l'affaire avec une faible accuracy. Maintenant, en utilisant SGD, mais en faisant quelques initialisations différentes des initialisations par défaut, on a fait l'affaire et on a eu un accuracy plus important. Donc ça, en ce qui concerne le XOR qui est simple. Alors maintenant, on peut dire que toujours, parce qu'il y a plusieurs manières d'initialisation des couches. Et maintenant, c'est-à-dire après avoir montré c'est quoi l'optimizer, bien sûr, je préfère travailler toujours avec cette fonction coût. Et maintenant, parfois, même les fonctions d'activation jouent un rôle important au moment d'accord, au moment de l'initialisation de votre réseau. Et si j'avais dit tout à l'heure, il y a l'Ekerelio, il y a Relio, d'accord, mais il y a une variante de Relio. On va par la suite voir c'est quoi les fonctions d'activation en détail.
Mais il y a aussi l'équilibre. Si je souhaite utiliser une fonction d'activation bien particulière, je peux, par exemple, j'ai créé une fonction d'activation personnalisée qui est l'équilibre avec un alpha égal à 0,3. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire alpha? On va voir par la suite dans le cours des fonctions d'activation. Et ici, j'ai montré dans la fonction d'activation que je vais utiliser cette fonction d'activation. Et bien sûr, ça, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Le plus important, c'est ici, c'est comment euh, initialiser un réseau et comment euh, changer les différentes initialisations de manière à trouver une architecture capable d'avoir une bonne performance. Donc c'est ça l'objectif. Donc si jamais, bien sûr, je vais faire la chose suivante, vous voyez qu'il oscille autour du minimum, mais est-ce que ça va aboutir ou non? Sinon, il faut encore améliorer. Si oui, c'est bien. Donc vous voyez ici, ça arrive à faire l'affaire. Donc il va prédire correctement. Et aussi, il faut voir les probabilités retournées. Peut-être ici, ce sont des probabilités assez élevées. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il est capable d'avoir plus de précision. Regardez le loss. Loss, c'est calculé à partir des probabilités ici. Donc, le loss est très réduit. À la différence peut-être du dernier loss précédent. Ah non, ça c'est encore mieux. D'accord? Vous voyez donc, ce sont ça comment voir les choses. Alors maintenant, on va aller vers le XOR général. Jusqu'à présent, on a utilisé juste le XOR simple qui se limite à l'usage d'uniquement quatre entrées, quatre points, d'accord? Et bien sûr, le point dans l'espace sont Hadi, d'accord? Et ici, il y a une autre classe. Et par la suite, Hadi, il y a ici une autre classe. D'accord? C'est ça notre problème. Il faut trouver finalement, d'accord? Voilà par exemple, ça pour le séparer. Séparer ces deux, séparer ce problème non linéairement séparable. Ce même problème, pour le XOR généralisé, je vais utiliser plein de points ici, d'accord? Plein de points, plein de, d'accord, X ici, ainsi de suite. Donc ce XOR généralisé, normalement, c'est le suivant, d'accord? C'est le suivant. Vous voyez, on va utiliser cette manière. Ce qui est en orange, c'est la classe 1, ce qui est en bleu, c'est la classe 2, par exemple, ou bien la classe 0. Alors je préfère déjà pour garantir que ça marche, je dois arrêter. Donc voilà, donc après avoir présenté le simple XOR, dont les entrées sont sur uniquement quatre valeurs qui sont les suivantes. Et on a montré comment créer un réseau de neurones ayant finalement ayant une couche d'entrée, une couche cachée, une couche de sortie, mais ayant la forme suivante. Voilà, ayant la forme suivante. D'accord? Et dans lequel nous avons parlé pas mal de choses qui concernent la construction de notre réseau. Et en particulier, nous avons parlé des optimizers. Donc les optimizers, normalement, on a fait le SGD, d'accord, qui signifie Stochastic Gradient Descent. On a fait le ADAM, d'accord, mais ça n'empêche qu'il y a autres optimizers. Donc la question qui se pose, quels sont ces optimizers et quand est-ce qu'ils les utiliser et quelle est la différence ou bien quelles sont les principales différences entre les différents optimizers. Sachant que ici, normalement, on peut même ajouter un paramètre qui est, qui est batch size égal. Par exemple, 10 ou bien 100 ou bien 1000. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce batch size? Donc dans la suite, on va essayer d'entrer dans le détail des optimizers. Bien sûr, j'ai accompagné ça finalement par un ensemble de références, mais ça n'empêche, si vous allez, je ne sais pas, peut-être utiliser le chat GPT, pourquoi pas, donc pour lui poser des questions bien précises. Donc, parce que moi, je suis nouveau sur ChatGPT. Donc, j'espère que
Donc voilà, c'est comme ça. Je vais utiliser ça comme email. Et vous pouvez lui demander c'est quoi. Oui, Ici, il y a un chat GPT que vous pouvez utiliser. Et ça, chat GPT, c'est faux. Ça, c'est faux. d'accord. Mais peut-être pas maintenant, parce que j'ai déjà en fait essayé ça, on va travailler avec ça. Sinon, Ada, peut-être ça demande rien comme prérequis qui s'appelle comment, Ada. Certainement, c'est pas ça le plus important. Peut-être par la suite, je peux l'utiliser. Même pour moi, jusqu'à maintenant, pour répondre à des objectifs bien précis, je vais me limiter à utiliser ça. Alors, la question qu'on va lui poser, par exemple, donne-moi, d'accord, directement, donne-moi une implémentation, une implémentation from scratch, from scratch de stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent. D'accord, donc il va peut-être réfléchir, bien sûr. Voilà. Le plus important, c'est pour nous, c'est être capable de lire ça ou bien de le produire carrément. Si vous n'allez pas le produire, si jamais vous allez faire copier-coller, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça le plus important. Parce que j'ai essayé ce code source, mais malheureusement, il ne fonctionnait pas. D'accord, comme il faut. Il y a des erreurs. D'accord. Si tu vas lui demander de donner moi un programme qui recherche le minimum dans un tableau, tu fais copier-coller, ça marche. Mais moi, je fais copier-coller ça n'a pas marché à cause de peut-être de cette sélection qui dit voilà, les dimensions ne sont pas correspondantes. C'est-à-dire que ChatGPT ne génère pas toujours des programmes qui sont corrects 100%. Mais l'idée, elle est là, au moins. Donc, mais le plus important, je dois être capable de corriger ou bien d'utiliser comme base et le faire évoluer jusqu'à avoir un programme stable. Alors j'ai dit, moi, mon intérêt, c'est être capable de comprendre ce code source. D'accord? Déjà, ça c'est pour générer les features, ça c'est pour générer en fait les outputs qui correspondent aux entrées, ça c'est mean squared error, lui il l'a défini from scratch, mais ça peut exister, d'accord, dans Matrix de scaler. Donc il y a mean squared error. Et on a vu aussi l'année dernière dans Machine Learning comment l'implémenter from scratch parce que c'est simple, c'est la suivante. Stochastic gradient descent, voilà le learning rate, on connaît qu'est-ce que ça veut dire, le nombre d'itérations, c'est pour nous c'est epochs, d'accord? Donc on faisait la même chose, même si on n'a pas besoin peut-être de mettre ça dans les paramètres, nous on l'utilise à l'intérieur des programmes, parce que regardez comment on a créé nos algorithmes, d'accord? Cet algorithme-là, il fonctionne pour faire une classification donnée ou bien pour faire je ne sais pas quoi exactement. D'accord? Parce que ici j'utilise le MSE, certainement je peux utiliser soit la régression ou bien la classification. Je peux utiliser aussi le MSE pour la classification. Parce que finalement ce sont des distances entre probabilités. Donc le MSE peut faire l'affaire même dans la classification. Alors, si je reviens vers ce code source, j'ai dit il faut comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Donc, comment on base? Voilà. Donc voilà le n, c'est la taille. Nous, on a l'habitude d'utiliser on a l'habitude d'utiliser le m ou bien le n. C'est la même chose. Donc ça, c'est la même déclaration. C'est la même utilisation. Voilà. Et par la suite, θ, normalement, c'est quoi pour lui? C'est l'ensemble des poids. Nous, on a utilisé grand W. Grand W. D'accord? C'est θ pour lui. Donc, par la suite, initialisation aléatoire des paramètres. Donc, for itération, in range, and itération. Donc, la même chose. Vous voyez, la même chose. For k in range, machin. Donc, la même chose. Et par la suite, il y a ici une autre boucle interne. Eh, cette boucle-là, qu'est-ce que ça signifie exactement? Mais pour pouvoir connaître qu'est-ce que ça signifie exactement, on doit, on doit,
on doit connaître la nature de l'algorithme gradient descent, qu'est-ce qu'il fait, quelle est la partie théorique derrière. Donc c'est ça l'intérêt de cette partie-là. La même chose, nous, on retourne vers la fin les paramètres et eux, ils retournent θ. D'accord? Donc return θ, θ, il contient tous les paramètres. Donc voilà. Donc ça, c'est un algorithme. Mais de stochastic gradient descent, l'algorithme ici, normalement, nous, que nous avons utilisé jusqu'à présent, il s'appelle batch gradient descent. Cette implémentation, ça concerne batch gradient descent. C'est le gradient descent classique. Alors, nous, on a utilisé un jargon, ou bien des noms des variables. Mais il ne faut pas se perdre si jamais vous allez aller sur Internet, bien sûr, si vous êtes curieux, et éventuellement vous voulez voir comment ça marche dans autres tutoriaux. C'est ça l'intérêt d'ailleurs. Il faut voir autre documentation pour compléter votre savoir. Alors si je vais mettre stochastic gradient descent, ou bien je vais mettre batch gradient descent, c'est exactement ce que nous avons fait nous, gradient descent. Donc je vais t'appeler peut-être tutoriel. Batch, batch. D'accord? Batch gradient descent. Alors je préfère avoir batch, voilà. J'espère qu'il va utiliser des notations mathématiques. Voilà. Donc en général c'est vrai dans des livres et dans beaucoup de tutoriaux, toujours il utilise θ. C'est pour cela d'ailleurs le chat GPT il a mis θ. D'accord? Parce que lui il a, il, il a traduit ou bien il s'est basé sur ce type de documentation. Mais la notation, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça signifie? W égale à W moins learning rate fois la dérivée. C'est exactement ce qu'on faisait nous. Donc, W égale à W moins la dérivée fois learning rate. C'est exactement ça. Donc, W égale à W moins learning rate fois la dérivée. Donc, G, c'est quoi? C'est la fonction Q en fonction des paramètres. Nous, on a utilisé MSEW. Nous, on a utilisé MSE. Elle est dans la littérature, elle est annotée G. Les poids sont notés θ. D'accord? Donc, ce sont les mêmes choses. Donc, alpha, c'est learning rate. Et ça, c'est la fonction, si vous avez remarqué, regardez ici la formule mathématique, c'est quoi? C'est la fonction mean squared error. Mean squared error, c'est exactement la même chose. Sauf dans mean squared error, nous avons utilisé directement 1 sur m, dont m est le nombre d'enregistrements. Par contre, le 2 ici, ce n'est qu'un coefficient. Pourquoi? Pour une fois faire la dérivée, le 2 va avec le 2. Mais ça, c'est un très simple détail. On peut l'éliminer, le 2, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grand-chose. D'accord? Donc, si vous allez voir ceci, il ne faut pas dire, voilà, ça, c'est compliqué. Non, c'est simple. D'accord? Donc, ce sont que des notations. Et ça représente la régression. Et voilà. Donc, maintenant, peut-être eux, ils n'utilisent pas voilà, ils n'utilisent pas la même notation que nous. Donc, G, c'est l'erreur. Pour garder les mêmes notations dans la littérature. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai fait appel à ce qu'on faisait, mais en utilisant les matrices, au lieu d'utiliser des variables simples, parce que dans le cours de l'année dernière qui concernait le machine learning régression, ou bien classification, on a utilisé les matrices. Donc, cette notation, ça c'est l'algorithme mathématique si vous voulez dire. La formulation utilisée dans la littérature, c'est la suivante. C'est-à-dire les poids égale les poids actuels moins learning rate fois le gradient. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Et le gradient, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction Q par rapport à θ. Donc c'est ça. Θ des paramètres vecteurs. Alpha is the learning rate. Et delta machin is the gradient of the cost function G with respect par rapport à θ. Alors, donc ici dans le batch gradient descent, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ici la formule de mise à jour. Regardez, DW. C'est ça qui nous intéresse.
parce que ça, c'est les paramètres initiaux, égale l'ancienne valeur, moins une mise à jour fois le learning rate. Nous avons déjà montré c'est quoi le learning rate et pourquoi l'utiliser, pour ne pas sauter le minimum. Mais ce W là, si on arrive à trouver W, c'est bon, on a terminé. Toute l'histoire derrière de toutes les variantes de gradient descent change, ou bien chaque algorithme, ou bien chaque implémentation, elle calcule cette valeur à une manière. D'accord? Parce que ici, c'est là où se trouve le problème. C'est à cause de ça, soit je converge ou bien je converge pas. Parfois, même à cause de learning rate. D'accord? On va voir. Donc, l'affaire se résume en deux choses. La valeur de mise à jour qui concerne le gradient lui-même, qui est une dérivée, et le learning rate. Donc, la manière de calcul, ou bien, d'accord, le ou exclusif ici, ou bien euh, la manière d'initialisation ou bien d'utilisation de learning rate donne plusieurs variations de l'algorithme classique batch gradient descent. Alors, dans le batch gradient descent, le DW il est utilisé comment? Comment il est calculé? Il est calculé de cette manière-là. C'est la dérivée et il va utiliser quoi? Regardez qu'est-ce qu'il utilise. Il utilise toutes les données. D'accord? Il utilise toute la matrice pour mettre à jour les poids. Parce que ça, c'est la valeur de mise à jour. Il utilise toutes les données, toutes les lignes avec toutes les colonnes pour qu'il met à jour. Cette mise à jour se fait chaque itération. Donc tout calcul fait, combien d'opérations mathématiques ici, combien de calculs on va utiliser ici? Si jamais j'ai, par exemple, 1000 lignes, si j'ai 1000 lignes, d'accord? Et j'ai 100 attributs, d'accord? 100 attributs. C'est-à-dire ici, le X correspond à 1000 fois 100, c'est-à-dire 100 000, d'accord? Donc ici, dans la matrice, j'ai 100 000 valeurs, avec 1000 lignes, 100 colonnes. Avec un produit matriciel fois le y moins y hat. Donc, combien d'opérations mathématiques je vais avoir? Je vais avoir 100 000 opérations mathématiques. 100 000, c'est beaucoup. Donc, le plus important, le 1000, c'était quoi? Le 1000, c'était le nombre d'enregistrements. Et le 100, c'était le nombre d'attributs. Supposons que j'ai un dataset qui est très large. C'est quoi un dataset large? C'est-à-dire j'ai des millions d'enregistrements pour l'apprentissage. Et j'ai des centaines de features. C'est-à-dire ici, le microprocesseur, il va faire beaucoup de temps pour effectuer cette opération. Donc, pour effectuer cette opération, ça va être gourmand en consommation de temps. Plus le dataset est large, plus l'apprentissage est lent, plus la convergence est lente. D'accord? Donc ça, ce sont parmi les limites de batch gradient descent. Donc, quelles sont les autres alternatives? Donc, on va voir. Donc ça, c'est le batch gradient descent. On a montré comment il fonctionne, combien d'opérations, ou bien combien d'opérations sont calculées derrière. Et maintenant, on a montré sa limite, ou bien ses limites. Et maintenant, on peut dire, c'est quoi le stochastique gradient descent? Donc, regardez ici, la formulation mathématique. Donc, le θ, l'ensemble des paramètres, alpha, learning rate, et ça, c'est la dérivée. Et pour la mise à jour, j'utilise tout le dataset. D'accord? Maintenant, regardez ici, qu'est-ce que j'utilise comme formulation? Il y a une différence. Regardez juste ici, alpha, delta I. D'accord? Delta GI. Pourquoi ce I là? Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est un simple changement. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le θ, c'est toujours
le vecteur des paramètres. Alpha, c'est toujours le learning rate. Mais la dérivée, c'est le gradient of the cost function G with respect to computed on a single randomly selected training example. C'est-à-dire, regarde ici, en orange, la couleur en orange. J'ai utilisé tout le dataset. Mais ici, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une seule ligne. À chaque itération, ici, à chaque itération, j'effectue 100 000 opérations. 100 000 opérations. Ici, à chaque itération, je vais effectuer 100 opérations. À chaque itération, je vais effectuer 100 opérations pour faire une mise à jour. D'accord? Donc, c'est quoi la différence déjà entre les deux? Ici, certainement, puisqu'il utilise les 1000 enregistrements à la fois, le, 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 c'est-à-dire la rapidité d'aller vers le minimum, elle est lente. Il va converger lentement. Mais ici, il y a rapidité d'exécution. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il utilise une ligne aléatoire. À chaque itération, il va prendre une ligne aléatoire. Donc, le temps d'exécution ici, il va diminuer. Donc, il y a accélération d'aller vers le minimum. Mais il y a des problèmes aussi pour le stochastic gradient descent. Donc, on va lire les choses suivantes. Les mises à jour de notre modèle pour chaque exemple dont le dataset est sélectionné aléatoire. C'est-à-dire pour chaque itération, on va piquer un enregistrement pour l'utiliser dans le calcul. Donc pour l'utiliser dans le calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'utiliser toute la matrice, je vais utiliser uniquement un enregistrement. Donc ce code source, il va changer. Il faut trouver le code source de manière à avoir aléatoirement une seule ligne, d'accord? Au lieu de faire d'utiliser toute la matrice, je vais utiliser une seule ligne. Donc le code source, c'est simple derrière. D'accord? Donc il faut le trouver. Et par la suite, je fais la mise à jour. Alors, cet algorithme via stochastic gradient, pourquoi stochastique, c'est déjà aléatoire? Aléatoire. Parce que je vais choisir aléatoirement une ligne. Il peut amener rapidement vers la convergence parce que, euh, attendez, because the updates. Pourquoi? Parce que les mises à jour déjà sont aléatoires. D'accord? Et ils peuvent avoir des bruits. D'accord? Les mises à jour sont fréquentes, ils peuvent avoir des bruits. Donc c'est pour cela qu'il peut converger rapidement vers le minimum. Mais il peut avoir des oscillations. Les oscillations, j'avais montré c'est quoi les oscillations autour du minimum. Dans le cas d'une fonction Q, euh, parce qu'il y a des mises à jour aléatoires. Donc ça, c'est une limite. D'accord? C'est une limite parce qu'à chaque fois, il peut osciller autour du minimum. Comme je l'avais montré tout à l'heure, c'est quoi l'oscillation? Peut-être c'était pas ici, c'était dans la fenêtre précédente. Alors ça, c'est pour le stochastic gradient descent. L'intérêt, c'est de choisir à chaque itération une seule ligne aléatoire, sélectionnée aléatoire, que je vais l'utiliser pour faire la mise à jour. Calculer l'erreur et faire la mise à jour. Maintenant, pour le mini-batch gradient descent. Le mini-batch, comme la figure ici l'indique, c'est quoi? Donc, au lieu, je ne vais pas utiliser tout le dataset, d'accord? Et je ne vais pas utiliser un seul enregistrement, mais je vais utiliser M enregistrements qui peuvent être sélectionnés aléatoirement. C'est-à-dire, dans la littérature, vous allez trouver l'algorithme suivant. Pour mettre à jour les poids, j'utilise θ égale à θ, déjà c'est W égale à W moins learning rate fois. Fois ici, regardez, c'est le gradient. Mais le gradient appliqué à un échantillon M. D'accord? Le M ici, regardez, le M,
c'est la taille de l'échantillon utilisé. Batch, normalement, batch, c'est le lot. D'accord? Batch size, c'est la taille du lot. Et le reste, c'est la même chose. Donc, la même chose, tout le code va rester le même, sauf il faut trouver quelles sont les instructions à faire pour répondre à ceci. Donc, ici, normalement, ça, si vous avez remarqué, mini batch gradient descent, c'est pour pour k égale à k1 jusqu'à k2. Si vous avez remarqué, si on va retourner ici, on va retrouver cette boucle. C'est ça normalement. D'accord? Et ça, normalement, ça concernait le stochastic gradient descent. La première version de stochastic gradient descent utilisait un seul enregistrement. D'accord? Mais ça n'empêche, dans les implémentations récentes, ça peut correspondre à un mini batch gradient descent si le M est signalé. C'est pour cela, quand on a demandé à ChatGPT de nous donner en fait une implémentation de stochastic gradient descent, il a pris en considération le mini batch. D'accord? Et le mini batch, c'est le M. Et le M, ici, c'est tout le data normal. Voilà, c'est tout le data. D'accord? Le M, c'est tout le data. D'ailleurs, c'est tout le data dans le stochastic gradient descent. Ah, et ici, c'est une version, si vous voulez dire, est-ce qu'elle est correcte ou bien pas correcte, il faut voir les détails. Parce que pour moi, le M, pas forcément qu'il soit tout le data. Il peut être une valeur, je ne sais pas, qui est inférieure à la taille de X, normalement. D'accord? Parce que comme indiqué ici dans l'algorithme, d'accord? Le M, euh, mini batch size, c'est la taille de l'échantillon qui est utilisée aléatoirement. Et à chaque itération principale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner un mini batch, c'est-à-dire un lot. D'accord? Au lieu d'utiliser une seule ligne dans le stochastic gradient descent, je vais utiliser plusieurs lignes dans le mini batch gradient descent. Quelles sont ses propriétés? C'est un compromis entre le batch gradient descent et le stochastic gradient descent. Il ne prend pas une seule ligne pour faire la mise à jour, il ne prend pas toute la base, mais il prend un lot de taille M. Bien sûr, les gradients, parce que tout à l'heure, on avait un problème d'oscillation. Donc, pour éviter ceci, on peut utiliser ça. Alors, the gradients are computed on a small random subset of the training dataset mini-batch. Donc, les gradients, ils sont calculés sur la base de cet échantillon. Donc, ceci, bien sûr, il va diminuer le temps de calcul, d'accord, par rapport à batch gradient descent. Et aussi réduire la variance de mise à jour de stochastic gradient descent, parce que le stochastic gradient descent, il avait des mises à jour aléatoires qui se basent uniquement sur un seul enregistrement. Il vaut mieux utiliser un lot d'enregistrements pour connaître l'orientation des enregistrements, ou bien l'orientation de l'erreur, d'accord, ou bien l'orientation de mise à jour, pour connaître plus précisément l'orientation de mise à jour. Il vaut mieux utiliser ça. Donc, le mini batch gradient descent, c'est entre le batch gradient descent et le stochastic gradient descent. Il est très utilisé, d'accord. Donc, il fait un équilibre entre convergence, c'est-à-dire rapidité, et une stabilité, pas beaucoup d'oscillation. L'oscillation, c'est quoi d'ailleurs? On a montré, d'accord, tout à l'heure, que l'oscillation, ça peut concerner quoi? Il y a une accuracy par exemple 0,5 et je suis à 0,25. Et par la suite, je monte à 0,75. Regardez, et à chaque fois, je dépasse le minimum. J'oscille autour du minimum. Voilà, j'oscille.
Donc, pour éviter, ça c'est un retard, ça ce sont des variations. Ce sont des variations de mise à jour. Donc, si on va utiliser mini-batch gradient descent, on va faire un équilibre entre le temps de convergence et aussi la stabilité. Il n'y a pas de variation. Donc, aussi, il y a momentum gradient descent. Donc, ça, c'est une autre variante de gradient descent classique. Et toujours la même logique d'implémentation, c'est-à-dire si on va chercher, on va demander à ChatGPT de donner une implémentation de momentum. Momentum, c'est forcer ou bien accélérer, d'accord? Ou bien renforcer, renforcement. Momentum, gradient descent. Momentum, gradient descent. Donner une implémentation de momentum, gradient descent. Juste, on va voir le code et le lire. Le momentum, voici une implémentation avec momentum en Python en utilisant la régression linéaire. Ici, je n'ai pas donné pour la classification, ici pour la régression, mais on comprend. On comprend déjà c'est quoi la différence entre classification et régression. Donc ici, il y a génération de data. Mean squared error, pourquoi? Parce qu'il utilise la régression. Et momentum gradient descent. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire X, qu'est-ce que ça veut dire Y, qu'est-ce que ça veut dire linear rate, qu'est-ce que ça veut dire le nombre d'itérations. Le momentum, on ne connaît pas. Mais si on revient vers la formule, c'est quoi le momentum? Regardez ici. La formule principale de mise à jour, c'est la suivante. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'il a entré? Il a entré dans... C'est comme s'il mémorise l'état précédent et l'état actuel. C'est-à-dire, ça, θ c'est l'ensemble des paramètres, ou bien le vecteur des paramètres à l'itération t, égale l'ensemble des paramètres à l'état t-1 moins un vt. D'accord? C'est quoi vt? V, c'est pour velocity, c'est-à-dire la vitesse. Elle est où déjà? Voilà. Vt, c'est la velocity vecteur à l'itération t. Il a ajouté un concept de vitesse de mise à jour. C'est-à-dire, si je suis ici dans un graphe, par exemple, voilà, j'imagine une courbe ayant la forme suivante pour l'erreur. Si je suis ici, je suis loin de l'optimum, je peux descendre rapidement. C'est-à-dire, je dois accélérer la mise à jour. Et si je suis proche, je dois diminuer la vitesse. C'est pour cela le concept de vitesse de mise à jour a été inclus. D'accord? Au lieu de se limiter uniquement au learner rate qui représente le pas d'apprentissage. Maintenant, c'est la vitesse de descente. Alors, cette vitesse égale à quoi? C'est un paramètre multiplicateur. Regardez ici. Je peux l'appeler lambda. Fois la vitesse à l'itération t-1, parce qu'à chaque itération, j'ai une vitesse. Donc, la vitesse à l'itération actuelle égale à un paramètre multiplicatif fois la vitesse précédente. Plus le gradient. Ça, c'est le gradient. C'est quoi ça? Le alpha, c'est toujours le learning rate. Et ça, c'est le gradient à t-1. Si je calcule vt, donc je peux faire la mise à jour. Les paramètres égale les paramètres, l'image précédente, moins la velocity, moins la vitesse à l'instant t. Et cette vitesse, c'est en fonction, en fonction de gradient, sur la forme suivante. Regardez ici. Donc, ça, c'est la vitesse, et ça, c'est le momentum coefficient. C'est le coefficient de momentum, c'est l'accélérateur. Si je prends, par exemple, V égale n'importe quel, ici c'est noté lambda, d'accord, donc lambda fois V. Donc, ce lambda-là, s'il est égal à 1, c'est-à-dire je vais garder la même vitesse.
Mais en général, ce lambda, il est compris entre 0 et 1 pour contrôler la vitesse. Et pour donner une vitesse assez rapide, en général, il est initialisé à 0,9. D'accord? Donc la vitesse actuelle égale à 0,9 fois la vitesse précédente. Et qui est en fonction des gradients. C'est ça le plus important. Même la, la- la- la valeur finale de la vitesse, c'est en fonction des mises à jour. C'est-à-dire si je suis ici, si je vais ajouter, je peux par la suite accélérer rapidement. Sinon, si les valeurs de gradient sont faibles, et je peux utiliser aussi le multiplicateur pour l'affaiblir davantage. Donc c'est ça l'histoire derrière le momentum gradient descente. Bref, on utilise une vitesse, d'accord? Et cette vitesse, normalement, elle contient un accélérateur, si vous voulez dire, c'est un coefficient momentum, qui est entre 0 et 1, et en général, on utilise 0,9 si on souhaite aller rapidement. Si on souhaite aller, d'accord, aller donc lentement, on peut mettre 0,1 et ainsi de suite. Donc, quelles sont ses propriétés, ce momentum gradient descente? Il ajoute un momentum terme. Le momentum terme de la mise à jour dans les poids, c'est tout ça. Le momentum terme, c'est le VT, c'est tout ça. D'accord? The momentum term accumulate the gradient values over time, c'est-à-dire il accumule les gradients pendant le temps et il va éliminer normalement les oscillations, d'accord, pour accélérer la convergence vers un minimum global, si vous voulez. Donc, il assure d'aller correctement vers un minimum global. Ceci est particulièrement normalement utile dans le cas où la fonction Q a beaucoup de noise au curvatif. Regardez ici. Si on constate, comme le cas ici normalement, notre fonction d'amélioration, elle contient beaucoup de curvatifs. Beaucoup de curvatifs, c'est ça normalement. C'est à chaque fois, il y a ça. D'accord? Donc, chaque fois, il y a une valeur. Ça oscille. Donc, il n'y a pas euh, ça risque de ne pas trouver facilement un minimum global. Donc, dans le cas où j'ai cette manière d'apprentissage, donc je peux utiliser le momentum gradient descent. Alors, maintenant, il reste, jusqu'à présent, on jouait sur quoi? C'est-à-dire dans le batch gradient descent, dans le stochastic gradient descent et dans le mini-batch gradient descent, on jouait sur quoi? On jouait sur la manière de mise à jour des points. Maintenant, on va, même le momentum gradient descent, maintenant on va voir autre chose. C'est par exemple le ADAGRAD. C'est un autre algorithme qui ne va pas utiliser un learning rate constant. C'est-à-dire le learning rate, c'est un accélérateur normalement de mise à jour. Soit j'utilise des pas petits ou bien des grands pas. Donc c'est une vitesse d'apprentissage. Donc cette vitesse normalement, à cause de learning rate, ne doit pas rester fixe. Elle peut être variable. Et c'est ça l'intérêt d'apparition d'Adagrad. Donc l'Adagrad, il va utiliser un learning rate variable. C'est-à-dire, ça c'est le gradient à l'instant t, et ça c'est une valeur qui est calculée sur la base de gradient. Et regardez à la place d'utiliser le learning rate classique, le alpha, qu'est-ce qu'on fait pour le alpha? D'accord? C'est vrai, on utilise le alpha, mais on le divise. À chaque fois, à chaque itération, on le divise par une valeur. Cette valeur, c'est la racine carrée de st plus un epsilon. Et st, c'est quoi? C'est ça, normalement, qu'il faut l'initialiser, qui est en fonction de la valeur précédente plus le carré du gradient. Vous voyez ici,
le learning rate est mis à jour en fonction du gradient. Regarde, en fonction de ST d'une manière directe et en fonction du gradient d'une manière indirecte. C'est-à-dire la valeur du gradient, elle juge la valeur multiplicative qui remplace le learning rate classique, le alpha. Donc, au lieu d'utiliser uniquement alpha, je le divise par une valeur dépendante du gradient. Alors, c'est ça l'affaire derrière Adagrad. Donc, il adapte le learning rate pour chaque paramètre. Et déjà, ceci est valable pour chaque paramètre. C'est-à-dire, il imagine que la vitesse de mise à jour change d'un paramètre à un autre. Donc, chaque paramètre, il a une valeur de learning rate. Donc, voilà ça en ce qui concerne le Adagrad. Aussi, il y a le RMS propre. Donc, il fait aussi, il utilise ce qui est utilisé par l'Adagrad et il ajoute euh, autres propriétés. D'accord, donc il adapts learning rate for each parameter, but instead of using the historical gradient values, donc au lieu d'utiliser le GT, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise une moyenne mobile. Et la moyenne mobile, je pense que vous l'avez vu dans le cours de time series. D'accord, parce qu'on ne connaît pas d'accord, si on a la comme ça. Donc, euh, on ne va pas utiliser la moyenne, juste la moyenne, mais la moyenne mobile par des intervalles. D'accord. Alors, voilà, donc ça, c'est la simple différence entre le Adagrad qui utilise le gradient, mais le RMS propre, il utilise le moving average. Donc, bien sûr, ceci aide à minimiser le learning rate pour les paramètres qui sont de grandes valeurs de mise à jour. Si j'ai grande valeur de mise à jour, je risque de dépasser le minimum. D'accord? Voilà. Si j'ai grande valeur de mise à jour, je risque de dépasser le minimum. Ceci signifie qu'il y a des oscillations autour du minimum, et aussi il y a divergence ou bien le gradient explode. Maintenant, l'algorithme normalement le plus utilisé, ou bien le plus connu, c'est Adam. Et Adam, c'est quoi? C'est il combine à la fois l'idée de Adagrad et Aramaspo. Et Adagrad, il utilise déjà normalement même le fait de sélectionner des échantillons aléatoires pour accélérer l'apprentissage dans le cas de datasets larges. Donc, l'ADAM est donc le plus utilisé, largement utilisé comme algorithme d'optimisation en deep learning. Il est efficace et stable. D'accord? Et bien sûr, il est robuste dans différents types de fonctions, coûts, et aussi dans de types de datasets. Finalement, on a un tableau ici de comparaison. Vous pouvez même demander à ChatGPT de vous donner un tableau de comparaison entre les différents algorithmes, les différents optimizers. Donc ici, par exemple, pour le batch gradient descent, euh, il est bien sûr l'inconvénient majeur, c'est qu'il est expensive, il est cher en termes de ressources mémoire dans le cas de large dataset. Et bien sûr, il ne va pas converger rapidement à cause de le nombre de calculs effectués derrière. On a montré ça. Et bien sûr, l'avantage, il garantit, bien sûr, il garantit la convergence vers un global optimum, mais si le dataset il est de petite taille. Donc, si vous avez un dataset de petite taille, vous pouvez utiliser le batch gradient descent. Si vous avez, un dataset large et vous avez des serveurs qui sont moyens pour les calculs, donc il vaut mieux utiliser euh, l'une des variantes suivantes. Alors, pour le stochastique gradient descent,
Bien sûr, il a une variance large, il oscille autour du minimum, d'accord? Il est rapide, d'accord? Il fait un apprentissage rapide. Mais pour des datasets qui sont simples, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur, noise, il n'y a pas de problème d'erreur. D'accord? À ce moment-là, il va converger rapidement en donnant un modèle performant. Mais si le dataset est compliqué, donc le stochastic gradient descent, il risque de ne pas faire l'affaire. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on utilise le mini-batch gradient descent? Voilà là, finalement, voilà les avantages de chaque algorithme. Voilà les inconvénients d'utilisation de chaque algorithme. Si on va aller vers Adam, donc voilà qu'est-ce qu'il fait. Il est efficace pour large dataset et aussi pour un dataset ayant des erreurs, noisy data. C'est-à-dire si vous avez ce problème-là, vous avez le dataset pas bien clean et il est large, il vaut mieux choisir Adam, mais il faut savoir le paramètre. Donc c'est ça l'intérêt de ce cours final. Alors, bien sûr, maintenant on va aller vers la suite. On a compris d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire le SGD, qu'est-ce que ça veut dire le ADAM, qu'est-ce que ça veut dire un ensemble d'algorithmes. Alors maintenant, on va aller vers. Est-ce que vous suivez toujours? Vous êtes là déjà? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, monsieur, on est toujours là. Oui, monsieur. Très bien. Vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de raconter? Ça va? Vous avez des questions? Non. Oui, oui, bien sûr, monsieur. On arrive à comprendre. Très bien. Alors là, en fait, je vais, une fois nous avons compris comment ça marche, pour le cas de, en fait, j'ai pas inclus dans les slides ici, une fois nous avons compris comment ça marche pour un dataset ayant uniquement 4 enregistrements, on va essayer de voir comment ça marche. La même chose pour un General XOR dans lequel nous avons multiples points. Vous voyez, il a la forme d'un XOR. Regardez, si c'est pas linéairement séparable, donc je peux faire une droite ici et une droite ici, comme le cas ici. Déjà, le bleu, ça montre qu'il y a un XOR. Tout à l'heure, moi, j'avais utilisé cette figure, d'accord? Mais c'est presque la même chose, d'accord? C'est presque la même chose. Donc, c'est la même chose, le XOR, le X. Vous pouvez tracer un X, voilà. Un X ici. Donc, c'est un XOR. Donc, la première chose pour traiter ce type de problème, on va essayer de faire appel aux bibliothèques qu'il faut. Dans un premier temps, parce que c'est un problème de classification, dans un premier temps, je vais utiliser le SVM comme classifier. Support Vector Classifier. Ouais, support Vector Machine. SVM. Oui, SVM, Support Vector Machine et SVC, Support Vector Classifier. D'accord? Donc, parce que dans le SVM, il y a aussi le SVR. SVR pour régresseur, c'est-à-dire SV1 pour la régression. Voilà. Attendez, parce que j'ai jamais fait ça, mais logiquement, je dois avoir ça qui doit marcher. Voilà, donc ça marche, il y a le SVR, régresseur. Si c'est pour classifier. Donc, c'est un problème de classification, je vais utiliser le SVC. Bien sûr, je vais dessiner le modèle, le résultat obtenu après apprentissage. Donc, je dois plotter le data. Et ici, normalement, je vais utiliser autre chose, une autre library qui n'est pas installée par défaut dans votre machine, qui va par la suite, une fois l'appliquer, il peut me dessiner une figure dans laquelle il sépare entre les classes, sous cette forme. Alors, cette library, normalement, elle s'appelle Plot Decision Regions et elle existe dans le module suivant, et dans la library principale suivante.
C'est pour cela, pour l'installer, il faut utiliser peut-être pip install si ça marche. Sinon, si ça ne marche pas, vous pouvez utiliser conda install. Ah, franchement, je ne connais pas la différence entre quand j'utilise conda install et pip install. Donc, je n'ai pas cherché. Sinon, on demande à ChatGPT. Ah, vous aurez la réponse certainement rapidement, mais moi, je ne vais pas la faire. Alors, vous pouvez utiliser conda install, -c, conda forge, et vous, avec ces options-là d'installation. Et l'objectif, c'est installer un mal extent, qui est exactement ça, qui va contenir ce module, et il y a cette classe à l'intérieur de ce module. Alors maintenant, c'est simple. La première chose, les libraries, une fois ils marchent, c'est-à-dire ceci a été bien installé. Maintenant, pour le SVC, regardez, c'est très simple. Ici, à l'aide de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser un classifier SVM. C'est très simple. D'accord? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé le fit. D'accord? Mais avant ça, je dois créer le dataset. Je vais créer 300 données de manière aléatoire. D'accord? Donc, en se basant sur cet objet-là qui est random state. Ah, d'accord, 0. D'accord, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça signifie, mais la finalité derrière, il va générer des nombres aléatoires. Donc voilà, j'ai généré des valeurs aléatoires. Qu'est-ce qu'il y a 0? PNP is not defined. Parce que normalement, j'avais éteint la machine, il fallait encore faire appel à un P. Ta, 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 ta. Voilà, donc je vais réexécuter ceci, et une fois avoir ça, je peux avoir le X dans lequel j'ai 300 points, ayant deux entrées aléatoires, certainement c'est entre moins 1 et quoi? Ben, je sais pas exactement ici, pas grave. Je sais pas, -1 et 2. Non, c'est pas Et moins deux, 1, je c'est pense. moins 2 et 2. Voilà, ça, ce 2-là, ça signifie entre -2 et 2. D'accord? Alors, si je vais mettre le len x, ça va donner le 300. D'accord? Alors, maintenant, j'ai généré aussi les y qui sont soit 0, soit 1. Dans le cas où, logique, le XOR finalement, c'est comme tout à l'heure. Donc, si j'ai cette combinaison, je vais avoir soit 0, soit 1. D'accord? Soit 0, soit 1. Attendez pour le lire. XOR. Non, il va retourner un tableau qui contient y. Et ici, normalement, supérieur à 0, supérieur à 0. Ça signifie quoi exactement? Supérieur à 0, supérieur à 0. Ah, finalement, logique XOR, il a une manière de fonctionner. Il prend le premier attribut, c'est-à-dire x1 supérieur à 0. x2 supérieur à 0. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Supérieur à 0, supérieur à 0. Ah, sinon, d'accord? Donc ça c'est booléen. Il va retourner une valeur si ça est vérifié. Sinon, il va retourner une autre valeur. Ces deux valeurs retournées sont soit 0, soit 1. Parce qu'on ne connaît pas comment ça marche. Il faut voir l'algorithme logique XOR. Par contre, si c'est nous qui nous allons essayer de faire ceci, moi, je ne sais pas, je peux tracer de droite et je peux dire, regardez, c'est simple. Vous pouvez créer ça vous-même. D'accord? Donc, on peut imaginer deux droites. D'accord? Comme ça, ayant un X, ça, la droite D1, et ça, c'est la droite D2. Donc, ça et ça, c'est la classe 1. Ça et ça, c'est la classe 2. Donc, il faut calculer le Y par rapport à cette droite. Donc, si le X, voilà le X. Et voilà le Y, c'est-à-dire X1, X2. Voilà X1 et voilà X2. Je souhaite dire à quelle classe il appartient cet enregistrement. Pour un X1 donné, j'ai le Y équivalent. Donc,
et il y a le y de cette droite. Si y, par exemple, je vais la nommer y1, ou bien y1 prime, si y1 est supérieur à y1 prime, et y1 est inférieur à y1 seconde, alors il s'agit de la classe 1. Vous voyez, donc on peut créer notre propre dataset. Donc comme nous l'avons fait d'ailleurs pour la droite, c'est exactement la même chose. Comme nous l'avons fait pour ce problème qui est linéairement séparable. On a déjà fait ça, on a déjà créé notre propre programme. Donc on peut faire la même chose ici. Alors, si je reviens vers le code source, donc ça c'est le SVM, regardez le classifier, il a été créé en combien de lignes? Une seule ligne pour initialiser, pour initialiser le modèle, SVM égale, et par la suite je vais faire avec un gamma égal à O, toujours, moi j'ai jamais fait de SVC. Et finalement c'est un paramètre, ouais, d'accord, c'est un paramètre, on doit entrer dans le détail comment ça marche le SVC, on va comprendre pourquoi le gamma égale à machin. Maintenant, j'appelle le fit. Je lui passe les features et le Y. L'apprentissage est fait. Regardez, donc j'ai fait le fit, l'apprentissage est fait sur le dataset. Donc il va trouver le modèle qui sépare. Donc, pour tracer, je vais créer une figure, ayant la taille 6 x 4, et par la suite, je vais faire appel à la bibliothèque installée qui est Plot Decision Regions, et je lui passe les X et les Y. En lui passant comme classifier le SVM. Et SVM, c'est quoi? C'est le résultat obtenu, c'est ça. C'est notre modèle entraîné. Legend égale à 2, c'est pour ça, la légende. Et maintenant, il va, d'accord, si je vais l'exécuter, bien sûr, il prend un moment et il va tracer là le modèle. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est à l'aide de SVM. Il est efficace sans aucun effort de paramétrage pour ce type de problème, mais certainement il est faible dans autres situations. Nous, notre intérêt, c'est essayer de fabriquer ou bien de construire un modèle basé sur les réseaux de neurones qui doivent faire la même affaire. C'est-à-dire, pour le tester, le modèle que nous allons créer, il ne va pas s'appeler, on va l'appeler modèle 1.1. C'est-à-dire, notre modèle Neural Network, après exécution, d'accord? Parce que le modèle N1 is not defined. Une fois le créé, on va voir comment il va séparer entre les deux classes. Alors, on revient vers, je vais reprendre presque le même code de notre programme de tout à l'heure qui sépare un XOR simple, c'est-à-dire uniquement 4 entrées. Je vais prendre les mêmes choses. Alors d'ailleurs, jusqu'à présent, pour moi, vous êtes capable de comprendre ce que c'est. Modèle égal à séquentiel pour créer un modèle vide. Ici, en fait, on va voir par la suite qu'est-ce que ça signifie ça. From Keras layers import les Kerilio. On a vu qu'il s'agit d'une fonction d'activation personnalisée et qui représente une variante de ReLU. Le Kerilio, c'est ça, avec un alpha égal à 0,3. Et en fait, ReLU, c'est quoi ReLU? ReLU, function d'activation. Voilà. Si je vais faire Sigmoid, en le comparant avec Sigmoid, Sigmoid il avait cette forme. Regardez, Sigmoid, fonction d'activation. Vous voyez Sigmoid, elle a ce graphe. Elle permet de retourner une probabilité comprise entre 0 et 1. ReLU, elle a cette forme, c'est-à-dire si le x, regardez, si l'entrée, elle est supérieure à 0, c'est linéaire. A fois x. D'accord? A fois x. S'il est inférieur à 0, c'est 0. D'accord? S'il est supérieur à 0, c'est linéaire. S'il est inférieur à 0, c'est 0. Maintenant, le Lekerilio. Parce que ceci, normalement, a donné des choses pour le Relio. Elle a montré quelques faiblesses
dans les couches cachées, c'est-à-dire ils convergent pas toujours. Pourquoi? Parce que la plupart des neurones seront éteints, c'est-à-dire ils seront désactivés. Elles désactivent beaucoup de neurones. Comme si dans le réseau de neurones, il y en a ceux qui seront désactivés. Si je vais aller vers... D'accord? Il y a des réseaux de neurones qui seront désactivés à l'aide de rélio directement. Par exemple, ce neurone-là, il ne sera pas utilisé parce que les paramètres autour ce sont zéro ou bien, d'accord, ou bien la sortie est zéro directement. Donc il n'est pas utile parce que je vais avoir zéro fois quelque chose. Donc ceci est une faiblesse. On a dit au lieu d'avoir zéro comme sortie, on va avoir, on va juste affaiblir les kéris. Regardez, au lieu d'avoir zéro, on a une petite valeur. Et cette petite valeur, c'est en fonction de l'angle, d'un angle trouvé. Et l'angle, c'est le alpha. C'est pour cela que j'ai mis ici le alpha égale à 0,3. Si le alpha égale à 0, je suis dans relief directement. Alpha égale à 1, c'est-à-dire alpha égale à 1, je suis presque perpendiculaire ici. D'accord? Dans l'équilibre. Ça va aller jusqu'ici. D'accord? Donc, en général, le alpha est petit pour garder des valeurs très petites, proches de zéro. Donc, c'est ça l'équilibre. Finalement, c'est une petite parenthèse. Alors, donc ça, j'utilise le modèle qui est vide, j'importe les bibliothèques nécessaires, je crée une fonction d'activation qui s'appelle l'équilibre, qui est utilisée en général dans les couches cachées. Je crée la première couche qui est hidden, qui a uniquement deux neurones, d'accord? Et l'input c'est 2 parce que toujours j'ai x1, x2, même si ici j'ai uniquement x1, x2 dans l'obsor généralisé. Le kernel regularizer, regardez tout à l'heure, on avait kernel initializer. Maintenant, j'ai utilisé kernel regularizer. C'est qui va initialiser les paramètres A en donnant ceci comme paramètre à une classe qui est L2 et L2 c'est ça. Exactement, je ne connais pas quelles sont les valeurs qu'il va les mettre pour W. Mais ceci juste pour vous dire qu'il y a une autre manière d'initialisation de poids. C'est-à-dire, éventuellement, on utilise des valeurs fixes, d'accord, telles que 0,001. Ici, le bias initializer, c'est 0. L'activation égale à acte. Pour la couche cachée, on utilise un ReLU directement ou bien l'EKReLU. D'accord? L'output layer, il y a un seul neuron. Pourquoi? Parce que c'est une classification binaire, c'est-à-dire soit la classe des rouges ou bien la classe des bleus. Et le HIDL, j'ajoute ces couches à mon modèle. D'accord? Et ici, je crée un Adam personnalisé. D'accord? Mais ici, avec ce Adam-là, j'ai gardé les choses par défaut. Comme si j'ai utilisé ça. C'est pareil. Donc, cette initialisation avec celle-là, ce sont pareils. Parce que j'ai changé aucune chose. Si on souhaite changer des petites choses, il faut ajouter des paramètres tels que, par exemple, learning rate initial égale à, je ne sais pas, 0,00. Voilà, ça c'est une manière de changer. D'accord? Par exemple, le learning rate. Alors, donc vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire ça parce que c'est une classification binaire, c'est pour cela que j'utilise le loss binary cross entropy. Optimizer égale à Adam. Vous connaissez que Adam c'est une variante de gradient descent et voilà ses avantages. Matrix égale à accuracy parce que c'est un problème de classification. Accuracy c'est une mesure dérivée à partir de matrice de cross, non, de confusion matrice. Et ici je vais faire le fit.
Donc voilà, donc je vais lancer cette partie de code. On va consulter l'évolution du... D'accord. On va voir. Peut-être ça c'est la bonne version parce que tout à l'heure j'avais testé ça. Mais bref, on va essayer de voir est-ce que ça va converger ou non. Parce que jusqu'à présent je suis à 600 parce que je fais 1000 itérations. Et vous voyez qu'il reste à 68. Voilà, 68 c'est pas une bonne précision. Donc avec ce modèle, mon modèle il s'appelle comment? Il s'appelle modèle. Donc si je souhaite tracer la figure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la chose suivante. Je trace en utilisant modèle comme CLF égale à modèle. Donc une fois il a, je ne sais pas comment il a utilisé ce 7500, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente exactement, mais voyez jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il fait l'affaire? Non. Il ne classe pas les bonnes choses. Regardez, beaucoup d'erreurs. Même ces bleus-là, qui sont dans cette zone orange, ne sont pas bien classés. Et ces rectangles, ces triangles orange dans cette zone bleue, ils sont mal classés. Cela justifie cette performance, 68%. Donc 32% d'erreurs, de problèmes. Alors, finalement, quelles sont les choses à faire? D'accord? Alors, bien, oui, Pardon, je vois dans la correction en bas. oui, Euh, Par exemple, dans l'itération 60, 65 et après 60, et après oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire il oscille ici. Attends, 800. Oui, il oscille. ça va. Non, non, non. Regarde ici, 860. Oui, il oscille ici. Ça, c'est petit, c'est grand, c'est petit, et ainsi de suite. Il oscille autour de minimum global. Donc ça, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire bien sûr, un bon paramétrage. Alors ici, not enough for this dataset. Si on va utiliser, je sais pas. Donc tout à l'heure, j'avais trouvé un paramétrage qui est en fait qui peut augmenter l'accuracy. Déjà, je vais garder tout par défaut pour voir. Attendez, on va voir. C'est toujours la même chose. Donc ça risque bien sûr de quoi maintenant, vous voyez, à chaque chose, j'ajoute des éléments dans la RAM. Et ça risque de bloquer ceci. Jusqu'à maintenant, ça marche. Alors parce que c'est 1 heure, donc je vais, juste après cette exécution, j'espère que ça se termine correctement. Voilà, elle est terminée, donc je vais arrêter.